part d'un postulat que j'aime beaucoup, c'est que toute la personne a les ressources en elle pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Elle sait ce qui est bon pour elle. Alors qu'en hypnose, c'est vraiment changer un comportement, guérir un trauma, tu vois, donc il y a vraiment un objectif. Est-ce que l'idée, c'est vraiment d'arrêter d'être dans sa tête et de vraiment descendre dans son corps ? Et comme tu dis, c'est éteindre le hamster fou dans le cerveau, qui, comme je le disais, c'est toutes les croyances. On doit, il faut, mais c'est impossible. Pour pouvoir aller se connecter à cette sagesse intérieure, aller réfléchir à autrement. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Quelle joie d'accueillir Magali Mertens pour la 2e fois sur le podcast. Magali a été touchée par un cancer des glandes salivaires quand elle était enceinte de sa première fille. Elle a dû accoucher en urgence et a subi des interventions très lourdes. L'histoire de Magali est racontée plus en détail dans l'épisode 5. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 outils très puissants qu'elle utilise en coaching. Mais juste avant, je rappelle que Magali, 3 ans après son cancer, est tombée en dépression. Le coaching l'a vraiment aidée à sortir de cette période noire. Donc, elle a été coachée. Et ensuite, c'est elle qui a coaché et qui coach encore des centaines de personnes touchées par le cancer. Elle parle de reprendre les rênes de sa vie, de retrouver du sens après ce tsunami. Magali accompagne énormément de personnes dans leur retour au travail. Alors, ces 2 outils, que sont-ils ? La PNL et l'hypnose. Elle commencera par nous raconter l'origine de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, en nous racontant la belle histoire de Milton Erickson. Et nous parlerons ensuite d'hypnose. Je l'ai évidemment canardé de questions sur le comment, du pourquoi et tout le fonctionnement de l'hypnose, et c'était fascinant. Nous avons parlé de résilience, bien sûr, cette capacité à regarder la réalité autrement, cette capacité à avancer. Nous avons parlé du petit hamster dans notre tête, on va dire plutôt, surtout d'éteindre ce petit hamster dans notre tête, de la connexion avec notre sagesse intérieure, parce que nous avons tous en nous les ressources pour faire ce qui est bon pour nous. Nous avons parlé d'amour de soi, d'estime de soi, et aussi de croyances limitantes, de schémas pas utiles qui nous empêchent d'avancer. Elle nous a expliqué la pyramide de Diels, un outil vraiment extraordinaire pour changer une situation problématique. Magali complète son travail de coaching avec tous ces outils quand elle sent que quelque chose bloque et que la parole ne débloque pas. Bref, un podcast super intéressant, super utile, super constructif et un beau protocole d'hypnose de 10 minutes à la fin. Je vous laisse découvrir et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Magali. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner une 2e fois. Mais merci à toi d'avoir répondu à mon invitation inconsciente. Je me suis fait inviter, sachant-le. Écoute, franchement... Alors, c'était l'épisode 5. J'ai quand même envie de dire que là, on avance un petit peu en freestyle. Oui. C'est tout à fait inhabituel. Il y a tellement de choses à raconter. C'est vrai que j'ai noté toutes des petits mots, préparation de ce podcast. Mais en fait, voilà, tu vas me surprendre. Voilà. Et ça vaut peut-être la peine aussi d'écouter l'épisode 5 et peut-être pour ceux qui ne l'ont pas écouté, que tu refasses une petite présentation de ton histoire. Voilà, écoute, tu sais quoi, tu m'emmènes où tu veux. Et c'est toujours extraordinaire les podcasts avec toi, donc ça sera freestyle pour moi aussi. Voilà, j'ai un peu une idée. Mais... Alors, oui, qui je suis ? Donc, je m'appelle Magali, j'ai 41 ans, je suis maman de 4 enfants. Et en 2011, désagréable moment, n'est-ce pas, diagnostic d'un cancer des glandes salivaires. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un cancer des glandes salivaires.
Et donc, énorme chirurgie, hein. On a retiré toute la mâchoire inférieure, le plancher buccal, les dents, la langue, reconstruit avec des bouts de moi, péroné, etc. Donc, une chirurgie quand même très intense, compliquée aussi au niveau de l'estime de soi, de se revoir dans un miroir, réapprendre à parler. À côté de ça, j'avais un petit bébé en néonate. Tu as dû accoucher plus tôt. Exactement. Voilà, oui. Oui, on a provoqué l'accouchement parce qu'il fallait agir vite. Et puis, le temps passe, 3 ans après, donc j'ai entre-temps une deuxième grossesse, la vie reprend, on m'a enfin mis des dents, et là, claque, grosse claque, je peux pas le dire autrement, dépression post-cancer. Alors apparemment, c'est assez fréquent, m'avait dit à l'époque ma psy, mais moi j'ai pas mis les mots dessus très vite, hein. Il m'a fallu du temps, je pleurais tout le temps, je me disais, mais j'ai de la chance d'être là. Et puis il y a eu un événement, donc la mort de, on va dire Maria, qui était aussi une jeune femme qui avait 4 enfants, qui avait eu un cancer mais qui avait été en totale rémission. Et puis il y a eu une rechute et tout s'est enchaîné très rapidement. Et en fait, on correspondait parce qu'on n'avait pas d'autres jeunes nanas autour de nous. Vous étiez vraiment à l'époque, c'était quand même vraiment rare. Ouais. Et donc et quand j'ai appris sa mort, ça m'a écoute Delphine, c'est vrai, je la connaissais pas en soi, mais j'ai effondré comme une loque par terre, hurlé de douleur comme un animal. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un déclic. C'est-à-dire que je me suis vue comme ça, tu sais, parfois cette vision hélicoptère. Exactement, et je me suis vue et j'ai dit, mais tu veux que le reste de ta vie soit comme ça? Ou tu vois bien que ça peut, en un tour de main, tout peut partir, et donc fais quelque chose. Et là, il y a vraiment eu un changement de passer du pourquoi ça m'est arrivé à ok, comment je transforme ça. Et là, tu étais réellement en dépression majeure, en fait, diagnostiquée, quoi. Oui, donc, oui. Là, j'ai même vu un psychiatre, antidépresseur, et moi qui suis pas médicament, etc. Je crois, et ça c'est vraiment important, qu'on a à ce point la tête dans le guidon avec des indés noirs, etc. Une petite béquille chimique cadrée. Ouais, ça t'a réellement aidé, quoi. Ça m'a quand même aidé à sortir la tête hors de l'eau, avec évidemment tout un travail à côté, et la découverte du coaching, qui est maintenant mon travail en fait, que j'adore. Et dont je vais parler. Et dont tu as envie de parler. Alors, attends, Magali, moi, je te pose juste une question. En fait, tu dis le coaching t'a aidé parce que tu as été coachée. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, tu t'es rendu compte que tu voulais coacher d'autres personnes. Voilà. Okay. Exactement. Donc, en fait, c'était un trajet de développement personnel d'une école de coaching dans lequel tu avais 2 parties. Tu apprenais les outils du coaching, mais justement en travaillant sur toi et avec d'autres. Et puis, ceux qui le voulaient pouvaient après continuer et devenir coach certifié. Et moi, vraiment, ça, dès le début, je me suis dit, mais c'est formidable. J'avais compris que j'étais certainement pas la seule à être un peu perdue dans cet après-cancer, qui est déjà une notion très floue, et que cet outil-là était vraiment, moi, je trouvais ça vraiment empowerment. En fait, tu retrouvais un peu l'impression de la main sur ma vie, quoi. Tu vois, je reprends les rênes de ma vie en main, je redeviens, alors la phrase un peu bateau, mais acteur, actrice de ma vie. Et ça me plaisait énormément. Et donc, ça a été le tournant. J'ai quitté mon job d'employé. J'étais revenue au travail. Ah, t'étais retournée au travail. Après mon cancer. Ça s'était, alors, bien passé pendant un petit temps, lune de miel. Et mon employeur était très bienveillant. Je tiens à le dire, mais il y avait tellement pas de connaissances des difficultés de l'après-cancer, comme la fatigue, les pertes de mémoire, qu'en fait, moi, je pensais que j'étais devenue nulle, incompétente, que mon employeur. Et puis, disons-le, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, donc t'étais quand même très. Oui, seule. Oui. Et donc là, avec le coaching, j'ai vraiment compris que c'était pas moi, mais qu'aussi, il était temps que je passe à un autre chapitre de ma vie. Et donc vraiment, le coaching, c'est, on a l'état présent, donc là où je suis, et puis on va réfléchir quel est mon objectif, l'état désiré, et puis on va travailler sur comment je l'atteins. Et donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, moi maintenant, j'ai envie d'accompagner les autres personnes dans l'après-cancer, dans ce moment de perte de sens, de repères, de perte de soi, à redéfinir en fait vers quoi ils ont envie d'aller, c'est quoi qui est important pour eux après avoir vécu tout ça. Et donc voilà, bingo, je me suis dit ça sera grâce au coaching. Donc tu t'es formée pour faire ça. Voilà, alors plusieurs formations. Mais... Oui, et il y a plusieurs choses, en fait. Accompagner des gens en perte de sens, mais aussi accompagner des gens dans le retour au travail. Il y a tout ce qui est retour au travail aussi, Donc, tu fais une distinction entre les deux ou pas? C'est souvent, il y a quand même, c'est souvent lié. Alors, c'est vraiment retour au travail après une maladie au sens large. Maintenant, moi, c'est ce que je dis souvent aux entreprises.
c'est que travaillant énormément avec des personnes qui ont eu un cancer, c'est pas à toi que je dois le dire, avec toutes les interviews que tu as faites, il y a autant de cancers, qu'il y a de personnes, il y a autant d'effets secondaires différents et traumatiques pour chacun et compliqués à gérer, qu'à partir du moment où une entreprise a une politique qui permet le retour au travail après un cancer, quel qu'il soit, en fait, tu as une vraie politique j'en reparlerai après, disability management, c'est-à-dire de la gestion du retour au travail après une maladie qui a eu un impact sur la qualité de vie, quoi. Ok, mais ça, donc parce que tu parles aux entreprises aussi d'ailleurs. Hein, exactement. Donc, oui. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Je ne voulais pas être perçue que comme une, tu vois, patient advocate, même si évidemment c'est quelque chose que je fais entre autres, mais je voulais être la personne qui réunit. Tu vois, tous les acteurs. Donc, je travaille avec des médecins du travail. J'ai déjà fait animer des tables rondes pour comprendre eux leurs besoins, leur métier, comment eux vivaient ça quand ils avaient quelqu'un qui avait eu un cancer. Qu'est-ce que eux savaient de ça, de quoi ils avaient besoin, etc. J'ai fait des tables rondes comme ça avec des RH. Je donne des formations d'ailleurs sur comment accompagner le retour au travail en entreprise. Et il y a un peu tous les profils, beaucoup de RH quand même. Mais voilà. Oui, donc tu accompagnes aussi bien des patients que des entreprises. Exactement, quoi. Oui. Bon, Magali, je crois que tu as une histoire à nous raconter. Oui, j'adore ça, raconter des histoires. Alors, je vous l'ai dit, j'ai fait une formation pour être coach certifié, et puis après, j'avais envie d'étayer encore plus mes outils. Et je rencontre, enfin, je connaissais déjà, mais pas bien, la PNL. Donc, tu peux nous dire, oui. Programmation neuro-linguistique. Donc en fait, c'est vraiment la manière d'accompagner les personnes dans le changement en prenant en compte la communication verbale et non verbale et de voir comment les gens mettent en place des stratégies d'échec ou de réussite, de les décortiquer et de dire qu'en fait, en copiant les stratégies de réussite d'autres personnes, en comprenant comment on échoue par exemple à faire quelque chose, on peut changer, on peut arrêter d'échouer et copier la manière de réussir d'une autre personne. Je sais pas si c'est très clair. Non, mais c'est abstrait. Moi, comme on en a déjà parlé, est-ce que tu pourrais prendre un tout petit exemple là maintenant pour illustrer? Oui, tout à fait. Parce que tout ce que tu vas nous dire, on peut se l'appliquer. On n'est pas obligé d'aller chez un coach. Tout ce que tu vas nous expliquer maintenant dans le podcast, c'est des choses qu'on peut faire déjà sur soi, quoi. Oui, tout à fait. Okay. Mais par exemple, un exemple tout simple. Très simple. Alors, la prise de parole en public, la glossophobie, qui est une peur très très répandue. Ça, je pense que c'est carrément 75%. C'est un truc. J'avais lu un truc même qui avait, 75% des gens qui disaient qu'ils préféraient mourir que parler en public. Oui, donc, parce que t'es vraiment à nu devant des gens qui vont te juger. Et moi, qui dans mon travail prends souvent la parole en public, j'avais l'impression, tu vois, j'étais enthousiaste et mes mains me trahissaient par un tremblement vraiment fort. Or, comme je l'ai dit en début de podcast, moi j'ai eu un cancer des glandes salivaires. Donc déjà, j'ai besoin de beaucoup boire quand je parle. Et a fortiori, quand on prend la parole en public, le stress fait que... On n'a quasi plus de salive. Donc, boire, je devais absolument, dès que je donnais une conférence, etc. Et alors... C'était un peu pathétique. Ma petite bouteille d'eau qui tremblotait, j'envoyais de l'eau partout. On aurait dit que j'avais Parkinson. Et ça donne du coup une impression de la nana qui gère pas bien, en fait, tu vois. Et donc, moi, mon objectif, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que je veux atteindre, c'était de pouvoir... En fait, pour moi, c'est important de parler en public parce que je transmets un message et je veux qu'il soit bien reçu, quoi, parce que ce message-là a de la valeur pour moi. Et donc, ça, c'était vraiment, tu vois, ce qui faisait sens. Et donc, j'ai dû aller regarder dans toutes les stratégies que je mettais en place, qu'est-ce qui faisait que j'étais prise de ces tremblements alors que j'avais vraiment l'idée que c'était pour un plus grand bien. Et donc, j'ai été interrogée des personnes qui, comme moi, avaient des difficultés, vraiment leur demander comment ça se passe pour toi, découper chirurgicalement. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Et puis, même chose avec des personnes qui sont, pour moi, des experts dans la prise de parole en public. Ils n'ont pas besoin, peu importe de quoi ils parlent. J'ai envie de dire, je vais être choquante. Ça aurait même pu être quelqu'un d'extrême droite. C'est-à-dire que moi, c'est pas ça que je vais aller étudier. Non, c'est comment ils font passer la compétence, quoi. Oui. Ouais. Mais donc en fait, là, quand tu reçois toutes ces réponses, en fait, tu décortiques complètement les pensées et les manières de faire de tout le monde. Voilà. Et puis tu regardes où est-ce qu'il y a le couac chez toi, chez moi, là du coup. Et on trouve toujours une réponse là. Écoute, oui.
Franchement, oui. Et après, je vais donner un exemple très concret de l'outil qui est très utilisé en coaching, etc. Alors, la PNL, moi aussi, c'est marrant parce que finalement, c'est une histoire de résilience. C'est-à-dire que c'est né dans les années 70, tu vois, en Californie, l'école de Palo Alto, tout ce qui est thérapie brève, du changement, accompagner le changement, etc. Et si tu veux, c'est deux personnes, Richard Bandler et John Grinder, moi je sais le contraire, pardon. C'est le père de la PNL. Ok, je sais plus, t'avais parlé de Milton Erickson, ça c'est quelqu'un d'autre encore? En fait, oui, si tu veux, eux avaient décidé justement d'aller voir, étudier 3 thérapeutes d'exception pour comprendre justement comment eux, avec des techniques que plein d'autres thérapeutes utilisaient. Et c'était des thérapeutes qui accompagnaient des gens, peu importe en fait, oui, alors malades. Je vais dire lesquels c'était. Ils voulaient comprendre comment eux faisaient. Ils réussissaient plus. Voilà, exactement, avaient un meilleur taux de réussite auprès de leurs patients. Et donc les 3, c'est Virginia Satir, qui a beaucoup travaillé sur les positions perceptuelles. En fait, elle travaillait beaucoup avec des enfants en difficulté. Et elle se rendait compte que quand les parents comprenaient ce que vivaient leurs enfants, en se mettant à la place de leurs enfants, ça permettait aussi un meilleur dialogue. Les positions perceptuelles qu'on utilise énormément en PNL, c'est de pouvoir aller avec 3 chaises, si tu veux, voire une 4e. On va vivre la situation en tant que soi-même, donc en tant que, par exemple, Magali. Puis on va vivre la situation en tant que l'autre partie prenante en cas de conflit, évidemment, à ce moment-là. Puis on va aller regarder la situation en tant qu'observateur neutre qui observe ces 2 parties-là. Et puis on peut même aller encore plus loin et dire qu'il y a une 4e position perceptuelle qui est vraiment le martien, si tu veux, qui n'a aucune connaissance des codes entre êtres humains et qui vraiment de haut voit ça. Et ça permet de relativiser, ça permet de mieux comprendre où est l'autre et sur quoi il faut éventuellement travailler comme comportement, quelles sont les valeurs en jeu pour chacun, etc. Puis tu as Fritz Perls, qui est le père de la Gestalt thérapie. Ça, je connais moins bien, mais en gros, c'est l'interaction de l'individu avec son environnement. On est tous en contact. En lien. Et donc, forcément, ça va jouer sur nos manières de faire, nos manières d'être. Et puis, le chouchou, je crois, de tous les gens qui font de la PNL, enfin, je dis ça, mais Milton Erickson. Alors, Milton Erickson, si ça, c'est pas la résilience incarnée, cet homme a une histoire incroyable. En fait, donc, il vient d'un milieu assez pauvre aux États-Unis. Et là, sont genre 9 enfants, enfin, tu vois, c'est pas la vie non plus facile. Et lui, il part déjà dans la vie avec, je crois qu'il a de la dyslexie, les daltoniens, enfin, tu vois, il accumule un peu... pas mal de soucis. Pas de chance. Oui. Puis alors, à 17 ans, il a vraiment il attrape la polio, poliomyélite. Et donc, ça dégénère à un point que il entend donc il est paralysé dans son lit. Il entend le médecin, c'est pas une grande maison, dire à sa mère, écoutez, votre fils ne passera pas la nuit. Et il dit, mais quelle chose horrible à dire à une mère, tu vois. Et il se dit qu'il veut quand même voir le coucher de soleil. Et donc, il demande à sa mère de mettre le lit, tu vois, face à la fenêtre. Mais en fait, il sait pas vraiment voir le coucher de soleil. Je crois que c'est un peu obstrué par différentes choses. Et donc, en fait, il commence déjà l'auto-hypnose, qui est l'autosuggestion. C'est-à-dire que lui, mentalement, il va enlever... Visualisation, quoi. Il va visualiser ce coucher, etc. Non seulement il va passer la nuit, mais surtout il va survivre. Alors, il tombe quand même dans le coma pendant 3 jours, donc il ressort vraiment, là, pour le coup, paralysé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Il a plus que ça à faire, en fait, tu vois. Et entre autres, il va observer dans les interactions avec sa famille multiple, comment, quand eux se parlent, ils voient que le corps, le non-verbal, donc parfois la personne va dire oui, ok, je vais le faire, alors que tout son non-verbal exprime un non criant, quoi, tu vois. Donc, il affine sa capacité, comme ça, d'analyse du langage non-verbal. On sait que le langage non-verbal, c'est 90%, je pense, de la communication. Le verbal, finalement, c'est une toute petite partie. C'est fou. C'est incroyable. Et il observe aussi sa dernière petite sœur, la Benjamin. Oui. Qui commence à apprendre à marcher. Lui, il est paralysé. Il regarde tout ce qu'elle fait, comment elle mobilise ses muscles. Et il fait, en fait, dans sa tête, de nouveau, en autosuggestion, même s'il y avait une couverture sur lui, il imaginait son orteil, il s'imaginait ressentir dans son petit orteil. Et qu'est-ce qui va se passer, Delphine? Il va remarcher. Alors, il va remarcher aidé d'une canne,
Alors son père était, je pense, paysan, mais donc lui, avec son handicap physique, c'était pas possible. Donc il se dit qu'il va entamer des études de médecine. Mais avant, comme il ne fait rien, comme tout le monde, il part faire un tour des États-Unis en canoë, en boitant. Hein. À la fin de ce voyage, que s'est-il passé durant ce voyage? Il avait lâché sa canne, il portait son canoë comme ça. Ça, c'était dans lesquelles années? Écoute, il est né en 1901, donc on est dans 1920. Incroyable, cette histoire. Donc il va évidemment faire médecine, enfin voilà, et il va s'intéresser particulièrement du coup à l'hypnose. Pour lui, il dit en fait l'être humain, à l'époque l'hypnose c'était aussi beaucoup vu, tu sais un peu l'hypnose de spectacle là. Oui, oui. On te coupe de ton conscient pour te faire des choses. Mais lui, il a utilisé la technique de l'hypnose, enfin des techniques de visualisation, tu dirais, ou de méditation en fait, parce que qu'est-ce qu'on peut faire comme distinction entre tout ça? Parce que ça a l'air d'être des exercices de visualisation, tout ce qu'il faisait. Mais c'est de l'hypnose? Alors, l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment l'hypnose conversationnelle. Okay. C'est-à-dire qu'il va guider la personne, il va faire déjà très attention à la personne, il va s'adapter à elle, il va utiliser son langage à elle. Il part d'un postulat que j'aime beaucoup, c'est que toute la personne a les ressources en elle pour atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Elle sait ce qui est bon pour elle. Mais simplement, avec nos croyances, avec la manière, tu vois, dont on a été éduqué, on se met parfois des freins et on s'empêche ou, tu sais, on pense tellement linéaire avec le cerveau gauche. Or, le cerveau droit, qui est le cerveau de la créativité, tu regardes un enfant qui dessine. Il se demande pas si c'est ce qu'il fait. Moi, j'ai 2 petites filles de 3 ans et demi. Je peux t'assurer que quand elles colorient, elles se demandent pas si c'est beau. Elles font. Elles sont en plein dedans. Et on s'en fout que le Père Noël soit habillé en mauve, quoi. Tu vois, pourquoi tu vois, c'est même pas une question. Et c'est d'aller se reconnecter à cette part de créativité qui va permettre de penser out of the box et se sortir de situations complexes, de changer des comportements qui n'étaient en fait plus adéquats. Et lui, il dit, mais le conscient reste toujours là parce que finalement, l'inconscient et le conscient ne font qu'un, on est une personne, mais on va aller titiller cette partie-là. Et par un art de la conversation, par un certain ton, une certaine fréquence de voix, on sait maintenant que, d'ailleurs, l'état de transe est étudié à l'université de Liège avec Corinne Sombrin, la chamane, et le professeur Leys. Et on sait qu'on peut entrer en transe avec certains sons. Il y a certaines fréquences Hertz, hein, donc les fréquences sonores qui peuvent amener à cet état-là. Et lui, il faisait ça avec sa voix. D'ailleurs, si on regarde, c'est fabuleux à regarder des vidéos de lui qui parle en fait, oui. Dans des séances et pas en anglais, and that's it, and now you're letting go. Et c'est vraiment phénoménal. Mais d'abord, il parle d'une voix normale, mais et alors, tout doucement, il amène la personne en transe. On entend souvent qu'il y a des scripts déjà tout faits, oui. Mais en fait, tu dis que on s'adapte quand même un petit peu à la personne en face. Oui, donc c'est ce qu'on appelle l'approche utilisationnelle. Tu utilises ce que tu perçois de la personne. Donc, si par exemple, toi, je te vois entrer en transe, je vois que par exemple, là maintenant, ton doigt fait ça sur ta lèvre, là. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et tandis que tu passes ton doigt sur ta lèvre, tu entres encore plus dans cet état de bien-être, tu vois. En fait, c'est un même état méditatif, quand même. Oui, pour moi, il y a un lien, hein. C'est un état modifié de conscience. Oui. Maintenant, dans la méditation, on recherche le bien-être, le lâcher-prise. Oui. Alors que en hypnose, c'est vraiment changer un comportement, guérir un trauma, tu vois, donc il y a vraiment un objectif. Ok, rien à voir avec la méditation. Voilà, quoi. La méditation, je crois que l'objectif c'est de lâcher prise. Oui, ou une meilleure connaissance de soi, mais pas débloquer quelque chose non, comme. A priori, moi, c'est pas le but, quoi. Ça peut. Mais... Alors, comment tu travailles toi avec les patients justement par rapport à ça? Alors, j'ai appris récemment et je me dis c'est exactement ça. Milton Erickson, il n'employait pas l'hypnose tout le temps. Apparemment, c'était une fois sur 5. C'est-à-dire qu'à un moment, puis tu sens qu'il y a des personnalités plus enclines. Donc, dans le travail de coaching, quand à un moment, je sens qu'il y a un truc qui bloque et que malgré mon questionnement, mes différents exercices, etc., il y a un truc qui est plus qui bloque, quoi, tu vois. Oui. On va utiliser un protocole d'hypnose pour aller plus loin. Par exemple, dans le cadre du retour au travail après un cancer, les gens se posent énormément de questions. Et donc, dans les ateliers, parce que j'anime aussi des ateliers, donc c'est un cycle de 8 ateliers, on va travailler les émotions, la communication. Dans le cadre du retour au travail, hein, tu dis, hein, oui. Et aussi, évidemment, je les aide, comme je te l'ai dit, dans la remise en mouvement, c'est important d'avoir un objectif.
Et donc de structurer cet objectif. Donc en fait, regarde, si je te dis je veux revenir au travail sereinement, c'est pas assez précis. Ça veut dire quoi être serein pour toi? Quel va être le premier pas, etc. Mais donc parfois il y a tellement de choses et les gens se frisent. Tu vois, ça peut être stressant. Je sais pas, je sais que je dois revenir parce que une fois en revenu, et puis tu vois, les gens peuvent vite être gelés par toutes les questions que ça amène. Et quand, malgré, tu vois, un accompagnement coach, je sens qu'il y a trop de stress, je vais pouvoir utiliser, par exemple, le protocole je crois que ça s'appelle l'ange gardien. Non, c'est pas l'ange gardien. Du guide intérieur, pardon. Tu vois? Petit lapsus. Du guide intérieur pour aller faire appel à la sagesse intérieure que nous avons tous, en chacun de nous, qui que nous soyons, un peu la petite voix qu'on a parfois, tu sais, on peut appeler l'intuition. Oui. Et guider la personne dans un chemin. Et alors, c'est pas pour ça que après la séance, alors parfois elle peut dire, j'ai vu un truc et c'est clair maintenant pour moi. Moi, par exemple, quand j'ai vécu ce protocole, sur le moment même, j'ai eu un état extrême de bien-être. J'avais pas la réponse à ma question. Par contre, le lendemain, occupé à une toute autre tâche, en un coup, j'étais à Eureka, je sais. Et pour moi, c'est vraiment lié. Quelque chose a été débloqué. Est-ce que l'idée, c'est vraiment d'arrêter d'être dans sa tête et de vraiment descendre dans son corps? Complètement. Okay. Tu as vraiment complètement compris, Delphine. C'est exactement ça. Revenir dans ces sensations, le contact au corps est extrêmement important. Et comme tu dis, c'est éteindre le hamster fou dans le cerveau, qui, comme je le disais, c'est toutes les croyances. On doit, il faut, mais c'est impossible. Pour pouvoir aller se connecter à cette sagesse intérieure, aller réfléchir à autrement et se dire que, de nouveau basé sur ce constat que j'ai en moi toutes les ressources pour faire ce qui est bon pour moi. Et donc, entre autres, dans les addictions, on peut utiliser l'hypnose, mais dans des comportements, tu sais, par exemple, de victime, sauveur, bourreau, il y a beaucoup aussi au travail, dans les conflits, de pouvoir sortir de ça, et de retrouver une position plus saine. Après un burn-out aussi, apprendre à mettre ses limites. Donc voilà, il y a plein de choses. Et ça, c'est sur base de combien de séances? Parce que il y a quand même parfois beaucoup à débloquer, non? Alors franchement, là, ça peut varier. Ça peut vraiment varier. J'ai envie de te dire, déjà même dans le coaching, moi, ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un, sincèrement, à la fin de la première séance, voilà, vraiment, son truc était très clair, pour lui, tout était très clair. En général, dans un accompagnement vers le changement, où on saupoudre de l'hypnose, moi, j'ai les personnes entre 5 à grand max 10 fois. Moi, pour moi aussi, un bon coach, on est aussi dans l'ordre un peu des thérapies. Bref, l'idée, c'est d'amener la personne vers l'autonomie, donc lui faire prendre conscience qu'elle a ses ressources, qu'elle soit claire, qu'elle ait mis en place des changements. Et puis après, mon travail, il est fini, évidemment. Et est-ce que c'est sur base de scripts particuliers qui ont été surétudiés, qu'on va débloquer des choses dans le cadre de l'hypnose, par exemple? Alors, effectivement, dans Milton Erickson, tous ces accompagnements, il y avait une secrétaire qui notait, ils ont été beaucoup, beaucoup étudiés parce que lui, et ça marche bien, et c'est rigolo parce que c'est pas fait exprès. Tu as commencé ce podcast, à un moment, tu as dit, raconte-moi une histoire, c'est ça qui faisait Milton. Tu sais qu'on a tous encore un enfant en nous, on adore écouter des histoires. Moi, j'adore. Mais oui, les gens inspirants, c'est quoi? C'est les gens qui racontent des histoires merveilleusement bien. Et Milton Erickson, l'hypnose ericksonienne, c'est énormément utiliser la métaphore, faire appel. Oui, quoi. Exactement. Moi, je trouve, alors c'est moi qui dis, j'ai pas encore lu assez de livres, mais qu'il y a aussi un peu du truc jungien, de l'appel aux archétypes, tu vois, l'inconscient collectif, et de raconter des histoires. Et donc, parfois, en racontant une histoire où t'as l'impression que ça n'a rien à voir avec ton problème, toi, t'as juste l'impression que t'as écouté une belle histoire. En fait, le praticien en face de toi, il sait très bien ce qu'il fait. Il va aller utiliser des grands archétypes, des grands récits fondateurs, des mythes, pour aller faire appel à cette inconscience, sagesse que tu as en toi, et mettre en place les bonnes choses. Mais donc c'est réellement, il s'adresse réellement à l'inconscient. Oui. Est-ce que je te prends peut-être un peu à froid là maintenant, mais est-ce que tu as un exemple d'un de tes patients qui a eu, est-ce que tu peux nous parler d'un cas, que tu as eu? Alors, moi, je suis pour l'instant en formation. Donc, je me lance, tu vois, à petite dose. Donc, j'ai pas encore fait vraiment, véritablement tout un accompagnement. Mais, ce qui est certain, c'est que souvent, je vois qu'il y a un problème, donc, soit de choix.
Là, c'est le protocole du guide intérieur. Et un autre que j'ai utilisé quand même plusieurs fois, et là je peux te donner le feedback aussi, c'est par rapport à l'estime de soi. Donc tu sais bien, les gens que tu as reçus à ce micro, ben c'est des gens qui ont pu rebondir, mais tout le monde a eu à un moment bien sûr beaucoup de mal par rapport à cet amour de soi qui a été blessé, et c'est dur. Et pas que des gens malades. Hein, pas que des gens malades. J'ai l'impression que c'est un peu le travail d'une vie, hein, apprendre à s'aimer. Oui. Et donc, il y a un très joli protocole qui s'appelle la biographie personnelle. Et donc, je l'ai fait avec une personne. Je lui avais dit, tu sais, aussi, il faut rassurer les gens en leur disant... déjà, tu es avec moi dans mon cabinet, tu peux sortir à tout moment, enfin, tu peux arrêter à tout moment, ou tu m'écoutes, ce ne sont que des mots, finalement, donc, elle était un peu, tu vois, parce qu'elle était un peu sceptique, hein. Oui. Et en fait, elle est ressortie de là en larmes, mais des larmes elle m'a dit de bien-être. Tu vois? Donc, ça avait quand même été touché quelque chose chez elle, alors que, voilà, c'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de mal, très, très blessé. Et donc après, tu peux continuer le travail en disant, ben voilà, parce qu'en fait, finalement, chez beaucoup de gens, c'est la question de l'identité, tu vois, qui est souvent touchée quand on va travailler quelque chose. On peut parfois se dire, je vais travailler un truc tout bête, par exemple, j'ai une tendance à trop grignoter, c'est un comportement. Puis en fait, on va remonter à des croyances, puis tu vois, et puis à l'identité. En fait, petite, on m'a toujours dit que j'arriverais à rien, et donc moi j'ai besoin de me combler avec quelque chose. Alors Magali, je t'embête avec toutes mes questions, hein, mais j'essaie vraiment de comprendre. Alors, je t'avoue que j'en ai déjà fait à des moments où j'avais des gros problèmes de sommeil, et c'était aussi de l'hypnose ericksonienne, hein, oui. On dit, oui. Et c'était des scripts, il y avait des marches. Enfin, je me souviens. Bon, après, c'était une période de ma vie qui était assez compliquée. Je sais pas si j'étais tellement réceptive à ça. Je me dis peut-être qu'il y a des moments où on est. Effectivement, j'avais cette croyance aussi. Bon, bah attends, je dors pas du tout. Enfin, oui, je suis là, je t'entends. Je t'entends. Est-ce que c'est de l'hypnose? Voilà. Et ma question, bon, maintenant, je pense que je serais plus ouverte à ce genre de choses. Et c'est ça que je voulais vraiment que tu nous expliques. Est-ce que, donc, pour différentes pathologies, tu parles d'estime de soi, on parle de troubles du sommeil, on parle éventuellement de des gens qui mangent de manière compulsive, ou est-ce qu'il y a à chaque fois des scripts particuliers? Comment est-ce que, enfin bon, ça c'est tout le travail d'Erickson qui a été découvrir comment il allait parler à l'inconscient, mais c'est chaque fois des histoires différentes en fonction des problèmes. Alors, il y a effectivement des types de protocoles liés à certains problèmes. Tu vas avoir des livres, moi j'en ai plusieurs, avec plein, pour le stress, c'est le protocole, pour estime de soi, arrêt du tabac, etc. Maintenant, un bon praticien, pour moi, ça c'est un peu comme tu apprends à jouer de la musique, tu vas d'abord tu vas apprendre le solfège, et puis à un moment tu peux aller en freestyle. Ouais. Et donc, sur base, ces protocoles sont là, et voilà, ont été vraiment scriptés. Mais toi, comme praticien, après, comme je l'ai dit, tu vas partir de ça va être un peu ta feuille de route, mais tu peux complètement... Oui. Parce que si tu as, par exemple, une femme qui arrête pas de grignoter, pour compenser qu'en fait finalement il y a eu un abus quand elle était jeune. Enfin, je veux dire, là on rentre dans des histoires, j'imagine qu'il faut adapter. Là, comme tu dis, tu peux adapter avec une métaphore. Par exemple, on sait très bien que les contes de fées, l'ogre représente souvent un prédateur pour les enfants. Tu peux, par exemple, à un moment, glisser l'histoire d'une petite fille qui avait trouvé l'épée qui permettait de tuer l'ogre, et comme c'était rassurant de savoir qu'elle aurait toujours cette épée à portée de main. Donc ça veut dire que ça réécrit, ça réécrit. C'est exactement. Tu réécris. Et concrètement, je te demande peut-être des questions hyper médicales, mais concrètement, en fait, est-ce que la personne réécrit son histoire peut-être, ou trouve des outils pour Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'en fait, c'est permettre d'avancer, permettre de régler certaines choses, permettre d'avoir une vision différente. Regarde, de nouveau, la résilience. C'est la capacité à regarder autrement les événements, en fait, tu vois. Oui. Donc, effectivement, on va pas changer le passé. S'il y a eu un abus, s'il y a eu un trauma, enfin, tu vois, un tel traumatisme, mais tu peux aider la personne à avancer, à se sentir assez forte pour continuer, tu vois. Et alors, tu as aussi l'hypnose médicale, c'est pratiqué alors par des médecins. Oui. Par exemple, moi,
En partant en salle d'op, j'ai expliqué, c'était pas de la petite chirurgie, donc j'étais quand même très stressée. Et j'ai une copine, Frédéric, si tu m'entends, qui est anesthésiste et qui est formée à l'hypnose. Donc elle m'a accompagnée. Elle ne pouvait pas, forcément, elle pouvait pas être mon anesthésiste, on se connaissait très bien. Oui, parce que de toute façon, elle doit être à côté de ta tête. Voilà. Mais elle m'a accompagnée jusqu'au moment de l'endormissement et je suis partie apaisée, avec une splendide image. Mais c'est de l'hypnose ericksonienne aussi, parce que c'est toute une histoire qu'on raconte. Tu dis l'hypnose médicale, toi, mais je sais que c'est une formation à part et que je mais c'est aussi m'autorise pas à beaucoup en parler parce que je connais pas bien, tu vois. Mais c'est aussi une histoire. Oui, je pense que c'est carrément, oui. Et puis tu as carrément des opérations de reconstruction mammaire où toute l'opération est sous hypnose. Oui. Donc, et du coup, au niveau effet secondaire, et tu le sais, tu as eu plusieurs opérations, on sait que l'anesthésie, on dit que par heure, l'anesthésie, c'est 1 mois. Ah bah dis donc, je crois que je dois me reposer encore pendant 20 ans, tu vas aller dormir, alors c'est bon. Pouvoir justement pratiquer l'hypnose pour éviter d'endormir totalement, c'est génial en fait. Et maintenant, il y a plein d'études scientifiques qui valident les bienfaits. Donc c'est même pas une histoire d'un mec dans son cabinet au fin fond du Midwest américain qui a décidé n'importe quoi. Oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est fort, c'est puissant. Et il y a un très beau podcast de la RTBF, je fais la promo pour un concurrent, qui s'appelle « Et ma voix t'accompagnera ». Moi, en l'écoutant, j'avais des frissons, c'est magnifique, sur l'utilisation de l'hypnose dans l'hôpital. Et donc, ce sont des histoires racontées ou on peut écouter des scripts? On accompagne des infirmières, médecins qui pratiquent l'hypnose et qui expliquent, et tu entends des accompagnements de patients. Et l'auto-hypnose est aussi pas mal. C'est ça, j'allais te poser. Justement. Oui. Quand t'as des check-up, des trucs comme ça, et même là, ma prof d'hypnose m'a dit que l'autre jour, elle a eu une légère intervention qu'elle a faite sans anesthésie locale, et que les infirmières étaient bluffées, quoi. Attends, Magali, là, tu tombes tout à fait à point parce que, alors, je te le dis là, maintenant, en direct. Hier, j'ai enregistré mon premier podcast sur la peur des journées de contrôle. Oui. Donc, le scan anxiety. Demain, j'enregistre le second, donc il sera posté en fait avant que je poste ton épisode. Mais là, tu pourrais envisager éventuellement tout un script. Bon, je vais te faire une demande de revenir pour un troisième épisode. Mais de faire tout un script pour cette peur des journées de contrôle. Mais avec un tel plaisir. Je te dis, moi, je suis en pleine formation. Et le final, l'examen final, ça sera de créer un script. Figure-toi. Attends, mais tu sais qu'il y a rien qui a été fait, hein. Donc c'est vraiment le premier podcast sur le scan anxiety. Attention, hein, en français, hein, parce que les anglo-saxons ont déjà tout fait, voilà. Mais vraiment un script par rapport à ces machines, à l'imagerie. Bon, écoute. Rendez-vous. T'as vu, j'arrive toujours à me faire inviter. J'aime bien. Non, mais c'est ça. C'est en fait une réalité de millions et de millions de personnes qui pourrit la vie. Je pense que t'es bien placé pour le dire aussi. Hein. Mais oui, d'ailleurs, quand tu as fait, non, c'est pas toi, c'est Andrea qui avait fait un post. Mais j'ai lu ta réponse aussi. Tu peux l'expliquer. Il y a pas très longtemps, finalement, je me suis retrouvée à devoir refaire une biopsie. Et dans la voiture, sur le parking de Saint-Luc, alors que tu vois, il faut s'appliquer aussi à soi-même. À ce moment-là, ça m'est pas venu en tête. Je me suis effondrée. En larmes. J'étais prête à me dire, au pire, j'y vais pas. Je tourne, je fais demi-tour, je me barre, je réponds pas aux mails. Et là, t'as pas utilisé l'auto-hypnose? À ce moment-là, j'étais trop dans le stress, ça m'est pas venu à l'idée. Mais maintenant que je suis déjà plus loin dans la formation, clairement, d'ailleurs, il me semble que le prochain week-end, on va avoir un protocole contre la douleur, d'auto-hypnose. Et donc, c'est certain que la prochaine fois, je vais te l'appliquer à toi, quoi. Ah oui, clairement. En fait, donc, l'hypnose, quelqu'un qui te lit le script, auto-hypnose, tu te racontes toi-même ton script. Je pense que tu t'auto-mets, ça j'attends encore de découvrir, tu t'auto-mets en état de transe. De transe, Alors, Magali, sur mon petit cahier, là, j'avais écrit en grand, parce que ça me parle quand même, les croyances limitantes et les schémas pas utiles. Je pense qu'on est tous souvent bloqués là-dedans. Est-ce que tu peux nous en parler encore un petit peu? Oui. Alors pour ça, je vais devoir parler de ce qu'on appelle la pyramide de Diels, qui est un petit peu l'outil de tous les coachs. Je vais donner un exemple concret. Okay. Donc imaginez une pyramide avec 6 étages. Donc, le premier, la base, c'est l'environnement. Où je suis, avec qui je suis, qu'est-ce qui se passe autour de moi quand je suis dans une situation. Alors on va prendre ici, par exemple, un enfant. Imagine un ado
qui a énormément du mal à l'école, il est en situation d'échec, c'est une catastrophe, tous ses tests sont mauvais, pourtant en classe il écoute, donc il dit, donc on va voir un peu, donc quand tu étudies, premier environnement. L'environnement où tu es. Alors il va peut-être dire, mais je suis dans la cuisine, j'ai 4 frères et sœurs, donc ils tournent autour, tout le monde est là, maman fait à manger, parce que moi j'ai pas de chambre à moi, donc je les fais là parce qu'en plus la lumière est meilleure. Et souvent en fait les gens s'arrêtent à l'environnement en disant c'est un peu déculpabilisant, je peux pas faire autrement, je viens d'une famille de nombreuse, etc. Donc on va, dans la pyramide de Deans, on va à chaque fois travailler au-dessus. Donc, le 2e étage. Mais donc là, on identifie déjà un problème. On identifie qu'il y a un problème. On va déjà voir, est-ce qu'on peut jouer sur l'environnement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre pièce, etc. Oui. Imaginons que le problème persiste. Donc, on se dit, OK, au niveau des comportements, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu étudies? Et peut-être qu'en fait, le gamin, il répète par cœur, alors que c'est un enfant qui a peut-être besoin que ça passe par l'écrit. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il fait. Et puis, au-dessus de ça, si c'est toujours pas ça, on va... on peut identifier des petits problèmes à chaque étape. Oui. Exactement. En fait, en général, là où on va identifier quel problème, on va devoir travailler sur l'étage au-dessus. OK. Mais ça, vous verrez la pyramide. Et puis, alors, au-dessus des comportements, on va avoir les capacités. C'est-à-dire les stratégies qu'on met en place. C'est-à-dire comment je fais. Parce qu'on a tous des modes opératoires, par exemple, moi, avant d'étudier, ma stratégie, c'est justement de me mettre dans une pièce seule, et puis j'ai besoin de mettre un peu de une bonne odeur, je brûle de l'encens, et puis alors après, je suis quelqu'un qui fait des plans, parce que c'est important, j'ai besoin de savoir où je vais, moi quand j'étudie, c'est super important, donc il faut que j'ai chapitre 1, l'objectif dans le chapitre 1, c'est ça, voilà, une stratégie que je vais mettre en place, tu vois. Ok, donc là on peut déjà identifier des gros problèmes, éventuellement chez l'enfant, quoi. Alors souvent, quand les gens viennent en coaching, ça va souvent être une question de stratégie, Comme j'ai dit, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à arrêter de fumer, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à dire non à mon boss. On a les sages de stratégie. Mais comme je te l'ai dit, il y a un étage au-dessus. Le 4e étage, on est déjà là. Qui est les croyances et les valeurs. Alors, chez beaucoup de gens, ça va se jouer à cet étage-là. On a tous des valeurs. Alors, les valeurs, c'est ces grands concepts qu'on connaît. Amitié, transmission, justice, respect. Oui. Tu vois, voilà. Sauf que chacun, on a un dictionnaire différent pour ces valeurs, en fonction des expériences de vie qu'on a eues, en fonction de son éducation. Si par exemple, je te dis à toi, Delphine, amitié c'est important pour toi, amitié c'est important pour moi, sauf que toi, par exemple, je vais te dire, mais Delphine elle m'appelle jamais, c'est vraiment pas cool. Parce qu'en fait, pour toi, dans l'amitié, c'est juste être présente quand ta copine en a vraiment besoin, mais t'as pas besoin d'appeler l'autre tous les jours. Et tu vois, il y a encore des grilles de lecture complètement différentes. Exactement. Alors que moi, je vais m'attendre à ce que, pourquoi elle ne m'appelle pas? Et en plus, ça fait que j'avais une biopsie, c'est vraiment pas cool. Alors que toi, t'as vécu le même traitement et après, ce genre de machin-là, t'es crevé, t'as pas envie qu'on t'appelle. Donc tu dis, en fait, moi, je la respecte. Et donc, tu vois, chacun a des grilles différentes. Et donc, aussi, les valeurs, elles sont très, très souvent en jeu dans, en fait, tout ce qu'on fait dans la vie. C'est Simon Sinek qui avait fait un TEDx, un des plus vus, je pense, au monde, qui dit, c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est pourquoi on le fait. Et donc, quand, en général, je redescends l'étage à comportement, quand je fais quelque chose, c'est souvent aussi mu par une valeur. Parce qu'il y a je réponds à une valeur qui est importante pour moi. Mais donc, même des personnes qui font des mauvaises choses, on appelle ça l'intention positive, ça veut pas dire bienveillance. Il répond, en fait, pour lui, à une valeur qui est importante pour lui. Tu vois? Certainement que la personne qui va voter extrême droite, elle a besoin de la valeur sécurité. Alors, pour moi, dans mon échelle à moi, ma déontologie, ma hiérarchie de valeurs, ça ne passe pas par fermer la frontière aux migrants, mais peu importe. Lui, il est congruent avec sa valeur sécurité. Alors après, on peut dire, et comment pourrais-tu faire autrement pour te sentir en sécurité? Tu vois? Ok. Voilà. Et alors, on va respecter la valeur sécurité, mais on va faire autrement. Et puis alors, on arrive, effectivement, il y a encore deux étages. Oui. Il y a un étage très important, c'est l'identité. Qui je suis quand je fais ça? Donc moi, par exemple, dans le cadre de la prise de parole en public, c'est qui je suis, moi, Magali, quand je prends la parole en public. Moi, je me vois comme un canal de transmission. Et on en avait parlé, on avait une image assez similaire. Et donc, c'est intéressant parce que si on reprend de nouveau l'image de cet ado qui n'arrive pas à étudier. L'ado, donc peut-être que qui il est quand il n'arrive pas, peut-être à demander que ses frères et sœurs se taisent pendant 1 heure ou en fait, qui il est quand il fait ça? Il est quelqu'un d'altruiste. Et l'altruisme, c'est important. Et de nouveau, on peut travailler.
On peut jouer avec les valeurs et l'identité, hein. Donc on remonte le souci jusqu'au dessus avec cet enfant. Exactement. Et puis, la tout dernier étage, c'est la vision. Ce qui est plus haut que moi, ce qui me dépasse, on peut l'appeler la transcendance, pour certains la spiritualité, pour d'autres, voilà, c'est le fait qu'on parle dans un monde, on fait partie d'un tout, et chacun doit faire quelque chose. Il y a quelque chose de plus large que ma personne, qui me dépasse. Et ça, c'est ma mission de vie. Et donc Magali, moi je trouve qu'elle est complètement passionnante, cette pyramide, et j'aurais presque envie de dire qu'on peut déjà faire des exercices nous-mêmes en fait avec pour des problématiques éventuelles. Exactement. Et donc toi tu utilises ça en coaching, est-ce qu'on peut la trouver facilement? Est-ce que éventuellement des gens peuvent faire des exercices sur cette pyramide? Franchement, sur Google, il faut taper pyramide de Dilts. Ça s'écrit comment? C'est passionnant, donc D-I-L-T-S. Oui. C'est lui qui l'a créé, mais c'est la pyramide des niveaux logiques. Hein. Okay. Et il s'est inspiré de Gregory Bateson qui avait regardé les méthodes d'apprentissage, les stratégies d'apprentissage. Il a pris ça par rapport aux stratégies de changement, qu'est-ce qui rentre en jeu, et il a découpé. Et je sais qu'il a même ajouté un étage à un moment, qui est l'étage émotion, mais que moi j'ai pas. Oui, j'allais dire, c'est quand même. Il est évidemment dedans. Moi, pour moi, il est un peu, je trouve, en filigrane. Oui. Il est en filigrane. Qu'est-ce que je ressens, de quoi cette émotion parle. Voilà. Donc pour moi. Mais donc, on part toujours d'un problème ou de vouloir changer quelque chose. Tu pars d'une situation qui est problématique pour toi et pour laquelle tu voudrais un changement. Et tu la décortiques, et tu la décortiques finalement. À travers où je suis, avec qui je suis dans cette situation. Oui, répète un peu. Donc, environnement. Donc, environnement, où je suis, avec qui je suis, quand est-ce que ça se passe. Okay. Puis comportement, qu'est-ce que je fais à ce moment-là. Ok. Et puis, capacité, stratégie. Comment je fais ce que je fais, et puis croyance, valeur, c'est-à-dire pourquoi je fais ça en fait, qu'est-ce qui est important pour moi là derrière, et puis l'identité, qui je suis quand je fais ça en fait. Ok. Et puis après la vision, c'est ma mission. Qu'est-ce qui est encore plus important que moi quand je fais ça. Okay. Et là. Est-ce que ça se recoupe un peu avec l'hypnose à un moment? Alors, c'est vrai que dans l'hypnose en tant que telle, il n'utilise pas comme ça la pyramide de Dilts, qui est vraiment un outil de coaching. Mais donc, Robert Dilts est un élève PNListe, donc un fervent aussi admirateur de Milton Erickson. Donc, le travail de Milton Erickson traverse toute la PNL. Et donc, forcément, si par exemple dans un accompagnement, et c'est normal qu'on ait des protections, tu vois, donc parfois tu vois qu'il y a une porte qui veut pas s'ouvrir. Alors, évidemment, il faut être très prudent. Parfois, elle veut pas s'ouvrir pour des bonnes raisons. Donc la déontologie ne va pas me faire enfoncer des portes. Mais quand je vois qu'elle s'entrouvre et qu'il y a quand même une résistance, peut-être en termes d'identité, alors tu peux utiliser éventuellement l'hypnose. Reprenons cet exemple quand même grave. Et vraiment, j'ai inventé sur place. Oui. De cette petite fille qui aurait vécu un traumatisme. Tu vois bien qu'elle a mentalement intégré, etc., mais qu'il y a quand même encore un truc qui bloque. Elle reste cette petite fille qui a été attaquée, etc. Tu peux à ce moment-là utiliser l'hypnose, alors qu'elle a identifié les ressources. Elle dit oui, mais et pourtant je sais que je peux le faire. J'ai déjà été voir des coachs, etc. Là, tu peux utiliser l'hypnose, tu peux utiliser la métaphore de l'épée, de la petite fille qui a tué l'ogre, qui a toujours cette épée à portée de main. Tu vois? Ah oui, donc dans sa tête, elle peut très bien avoir rationalisé tout le problème ou compris tout le problème, mis des mots, mais pas encore soigné les blocages. Exactement. Moi, je trouve que l'hypnose, on va un pas plus loin. Wow. C'est pour ça que ça me semblait la continuité de mes formations. J'adore. Bon, et ça, par exemple, tu vas intégrer cet outil, par exemple, aussi, dans toutes tes techniques de coaching, retour au travail. Comme je suis tombée en amour, d'abord avec la PNL et puis maintenant l'hypnose, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma mission de vie, figure-toi. Voilà, ça y est, t'es au dernier étage, C'est vraiment un truc de fou. C'est rigolo, en plus, après un cancer qui touche la communication verbale. Mais par contre, en effet, je me mettrai jamais il y a des gens qui sont hypnothérapeutes et puis tu vas les voir pour arrêter de fumer, ça rase. Pour moi, c'est un outil en plus dans ma palette. Oui. Mais clairement, dès que je peux, j'ai envie de dire que je n'attends aucune chose. Je suis ravie de pouvoir le sortir, quoi. Le proposer. Ouais. Alors, Magali, je vois que ça fait déjà un petit temps qu'on tourne. Je sais pas si tu as un petit exercice à nous proposer. Bon, déjà, je sens que tu vas revenir pour le scan anxiety. Ça, tu vas travailler sur un script extraordinaire. Mais est-ce que tu as un petit exercice que tu peux nous faire maintenant? C'est toi qui vas choisir, vu que tu vas être mon sujet, mais à la fois, toutes les personnes seront invitées à le faire. Oui, c'est ça. En même temps. Est-ce que tu préfères consulter ton guide intérieur ou bien le protocole plutôt biographie, autobiographie, et là, c'est plus sur l'estime de soi?
il est un petit peu plus court, je pense, celui sur l'estime de soi. Mais on va peut-être faire ça, simplement parce qu'on tourne déjà depuis, on enregistre déjà depuis longtemps. Je suis censée atteindre quoi après? Mais juste, en fait, c'est ça. Juste laisse-toi, voilà. Oui. Installe-toi confortablement. Je dois fermer les yeux ou pas? Pas nécessairement. Tu le feras quand tu voudras. Attends, moi, je vais vite prendre un coussin. Voilà, exactement. Donc, il faut déjà se mettre dans une position qui est confortable. Voilà, se mettre, voilà, tu vas passer un bon moment. Je ne vais rien. Tu es en sécurité à tout moment. C'est ce que je te dis. Ne te parle pas. Ton conscient reste aux commandes, il y aura pas de lévitation, je vais pas te faire des choses. Je ne vais pas tout à coup. Non. Donc, voilà, au pire tu dis, elle aime bien parler, cette nana, et voilà. Mais donc, là, tous les auditeurs vont nous entendre. Exactement, je les invite à s'installer confortablement. Si possible, dans un endroit où ils ne seront pas dérangés. Oui, pas avec les 4 enfants. Exactement. Et puis, simplement, je vais un peu, comme je l'ai dit, ça va être un peu comme raconter une histoire et moi je ferme les yeux. C'est parfait. Au moment où vous le souhaitez, je vais dire vous. On va faire les auditeurs sont avec nous. Et donc au moment où vous le jugez opportun, vous pouvez éventuellement fermer les yeux et respirer de manière naturelle. On respire tous, c'est quelque chose qui nous maintient en vie. Donc simplement être connecté à cette respiration qui se fait. Il y a l'inspire. Et elle expire. Et au fur et à mesure que vous vous connectez à cette respiration, vous êtes de plus en plus dans un état de bien-être et de relaxation, tout en sachant consciemment que vous êtes assis confortablement chez vous, à écouter ma voix et qu'à tout moment, vous pouvez décider de ne plus l'écouter. Et tout en faisant ce travail-là et en respirant, tout naturellement, en sentant le siège sur lequel vous êtes assis, vous vous enfoncez encore plus profondément dans un état de bien-être. Et l'esprit humain a ceci d'assez incroyable qu'on peut partir en voyage sans même bouger de sa chaise, n'est-ce pas? C'est formidable. Et moi, je vais vous proposer ça, de partir en voyage, de vous imaginer un endroit agréable, un endroit où vous vous sentez bien, et d'essayer de vous projeter dans cet endroit-là. Ça peut être un lit particulièrement confortable, ça peut être un pré, ça peut être... peu importe, c'est un endroit que vous seul connaissez et dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité, confortablement installé. Et dans cet endroit, tout en restant connecté à votre respiration et à ma voix, vous entrez encore plus dans un état de bien-être et de relaxation. Et peut-être que vous voyez certaines choses, peut-être y a-t-il des sons, peut-être pas. Peut-être que les pensées vous traversent. Peut-être même y a-t-il une odeur particulière dans cet endroit. Mais en tout cas, vous êtes là et vous êtes bien dans un état de bien-être et de totale relaxation. Et toujours dans cet endroit, imaginez-vous maintenant qu'apparaît dans vos mains un carnet et un crayon. Et que, avec ce carnet et ce crayon, vous vous mettiez à écrire l'histoire de votre vie, depuis le tout début. Ça peut être le moment de votre naissance, mais peut-être est-ce même déjà avant, au moment de votre conception. Ou encore, pour certaines personnes, il y a même encore un avant, dans un monde de corps subtil. Peu importe, le moment qui vous semble important pour le commencement de votre vie, et vous commencez à écrire, comme si vous écriviez, vous savez, un conte, comme on aime tous en écouter enfant. Il était une fois, et vous vous racontez, toujours dans cet endroit sécurisant, dans cet état de bien-être. Et vous écrivez tout ce qui vous est arrivé depuis le moment de votre début de vie. Et c'est amusant, voyez-vous, parce que
vous vous voyez vous-même en train d'écrire. Comme si vous aviez cette capacité à flotter, à vous regarder. Et tandis que vous écrivez, vos pensées sont soudain portées vers une personne qui vous aime totalement, inconditionnellement. Ça peut être une personne que vous avez connue ou qui est encore proche de vous, mais ça peut aussi être un être immatériel ou quelqu'un que vous appréciez tout particulièrement et qui vous a quitté, mais dont vous savez qu'il vous a aimé tendrement, entièrement. Et tandis que je parle et que vous vous voyez toujours en train d'écrire l'histoire de votre vie, que l'idée de cette personne se fait de plus en plus forte dans votre esprit, vous la voyez apparaître au-dessus de vous, flottant, vous regardant, avec les yeux remplis d'amour. Et comme je vous l'ai dit que, n'est-ce pas, le cerveau nous permet de faire des voyages étranges, eh bien vous vous mettez toujours, alors que vous écrivez, vous voyez écrire l'histoire de votre vie, mais c'est comme si un petit peu votre esprit s'envolait à côté de cette personne, que vous étiez capable, tout en vous regardant, continuer d'écrire toutes les étapes qui font que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, toutes les moindres choses importantes de votre vie. Vous vous envolez à côté de cette personne qui vous regarde, et vous la regardez, vous regardez. Comme c'est étrange, n'est-ce pas, de pouvoir faire cela. Mais comme c'est agréable aussi, de voir tout l'amour que cette personne a pour vous. Vous voyez dans son regard peut-être comme même un rayon de lumière, ou peut-être est-ce une sensation. Vous sentez tout cet amour entier et bienveillant qui vous regarde. Et tandis que vous êtes flottante à côté de cette personne, vous allez maintenant entrer en elle. Vous allez être capable de vous regarder toujours en train d'écrire l'histoire de votre vie dans cet endroit confortable et sécurisant, en vous voyant avec ses yeux d'amour. Ce regard sur vous, d'amour entier, tel que vous êtes, comme vous êtes, sans rien changer de ce que vous avez fait, de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de ce que vous êtes. Vous pouvez vous voir à travers ces yeux d'amour universel et bienveillant. Vous pouvez sentir toutes les choses positives que cette personne pense de vous, toute la force qu'elle vous reconnaît, toute l'admiration qu'elle vous porte. Cela vous emplit. Et puis, doucement, vous vous détachez de cette personne. Et vous revenez dans cet endroit où vous êtes de nouveau en train d'écrire votre biographie personnelle. Mais vous allez y ajouter maintenant ce que vous avez vécu. Ce que peut-être cette personne vous a dit ou vous a fait ressentir. Ce que vous avez retenu de cette expérience-là. Parce que désormais, voyez-vous, c'est dans le livre de votre vie. C'est une ressource, toujours à disposition, vers laquelle, peut-être déjà tout à l'heure, peut-être demain, peut-être encore plus tard, vous aurez accès quand vous saurez que c'est le bon moment, car votre inconscient et votre conscient travaillent main dans la main. Et vous pouvez vous imaginer dans un futur où cette ressource d'amour bienveillant est nécessaire, et comme c'est facile d'y avoir accès, comme ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de vous voir fonctionner autrement, de manière plus efficace, en donnant le meilleur de vous-même vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Et comme c'est agréable. Et conscient que cette ressource est là, désormais à portée de main, doucement, le carnet se ferme, le crayon disparaît, comme s'il se fondait en vous. Ça fait désormais partie de vous. Et doucement, au rythme qui vous convient, vous
revenez là où vous êtes. Vous peut-être sentez le contact avec la chaise. Peut-être que vous avez envie de vous étirer, peut-être de bâiller. Et au rythme qui est le vôtre, vous allez peut-être ouvrir les yeux si vous étaient fermés. Vous allez vous étirer et reprendre contact avec les seins. Et maintenant. Moi, j'avais pas envie de quitter la personne. Tu demandes de quitter la personne, tu vois. Elle est toujours là avec toi. Oui, mais oui. Ouais. Ah, oui, j'ai envie de faire comme ça, tu vois, un hug à soi. Avec, ouais. C'est une belle histoire, quoi. Comment tu t'es sentie? Mais moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Donc, j'ai interprété l'histoire avec ma tête, hein. C'est ok? Est-ce que j'ai bien fait? Mais non, parce que tu vois, le conscient est là aussi, hein. Oui, donc je réécris, j'ai compris les messages de l'histoire, mais ce que je trouve très fort avec les histoires, c'est que tu peux te les raconter encore de nouveau, en fait. Ouais. Ben, c'est Géraldine Radiguez aussi qui était passée plusieurs fois sur le podcast aussi avec toujours cette puissance de l'histoire et de pouvoir se re-raconter l'histoire dans différentes circonstances, quoi. Ouais. Alors, je sais pas encore dire si ça a touché quelque chose dans mon inconscient, mais... Voilà. Je te le dira. Mais de toute façon, moi, je vois ça, une petite graine qui est plantée, et puis après, des outils, quoi. Voilà, exactement. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai, donc, c'est un protocole relativement court et oui, là, malheureusement, on n'a pas plus de temps, mais dans des protocoles parfois plus longs, c'est intéressant. Parfois, la personne, je me rappelle plus ce qu'elle a dit, là, à un moment, et tu dis, c'est drôle, quoi, parce que tu vois, où la personne est partie à ce moment-là, et elle a vécu un truc, alors que tu dis, mais moi, j'ai pas du tout parlé de ça. Par exemple, moi, j'avais une dame comme ça, mais c'est en formation. Ah oui, où la personne dit, tiens, quand tu as raconté ça, mais tu l'as pas du tout raconté, exactement, quoi. Oui. Et alors, oui, quand t'as parlé, alors que je retrouvais mon chien, j'ai pas parlé de chien. Mais non, c'est rigolo, quoi, tu vois. Ah oui, donc la personne continue son histoire, oui. Un travail amène des éléments qui sont utiles. Et effectivement, c'était un chien qui avait été très important pour cette femme dans son enfance et qui était. Mais donc il y a vraiment à un moment donné cet inconscient et ce conscient qui se retrouvent. Oui, pour moi c'est un travail comme ça, main dans la main, et c'est parfois aussi rassurant pour les gens de se dire en fait mon conscient ne lâche jamais et que à quelqu'un qui aurait, tu vois, des difficultés de vraiment l'ancrer dans cette sécurité, que c'est un moment, il y a un mot, quelque chose qui le met mal à l'aise, son conscient sera toujours là. Pour en veille, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi, il ne te laissera pas aller à des endroits mauvais. Ben écoute Magali, je vois bon, il y a des gens qui ont des podcasts de 2h30, 3h, hein, mais nous c'est un format un peu plus court. Donc vraiment, je voulais te remercier pour ce deuxième podcast. Et bon, ben quand je vais couper le micro, on va trouver un titre accrocheur. Et vraiment, merci Magali. Juste une petite chose, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment, voilà, si les gens veulent te rencontrer, est-ce que tu travailles à distance? Explique-nous. Et puis tous tes livres aussi, oui, quand même. Delphine. Donc il y a 3 livres parus aux éditions Jouvence, tous les 3. Il y a je rebondis après mon cancer. Là, c'est un véritable carnet d'auto-coaching. Je réalise que le coaching n'est pas rapporté au sein de toutes les bourses. Donc, c'est vraiment un carnet pour faire son travail-là sur soi. Puis, il y a un autre livre, Retourner au travail après un cancer, la réintégration, un processus collectif, qui est un véritable guide pour les personnes qui reviennent au travail, mais également, il y avait même de mes coachés qui l'avaient offert à son manager. Donc, toutes les personnes touchées par cette question-là, qui ont un rôle à jouer. Et puis, le troisième est un peu différent, mais c'est oser devenir coach. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont envie, qui se tâtent, qui se sont formés, mais qui ont de nouveaux problèmes de légitimité. Qui suis-je, moi, pour dire que je peux accompagner les autres? Et donc là, c'est vraiment un livre pour accompagner les personnes qui, voilà, à se trouver dans cette identité, de coach, à oser se lancer, à avoir confiance en elle. Et puis alors, donc, je travaille en individuel. Donc là, les gens peuvent me retrouver via magalimertens.com ou alors la SBL travailletcancer.org. Mais je travaille aussi, j'accompagne des groupes, je travaille avec des entreprises, je donne des formations et vraiment sur magalimertens.com, il y a tout, c'est par avant. Et vraiment, merci Delphine. C'est un bonheur de venir chez toi déjà. Et puis de te retrouver et que tu me permettes de parler de ce qui me tient à cœur. Merci beaucoup Magali. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires,
vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait l'écoute toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!